Bonjour François. Bonjour. Donc, cher François, je souhaite avant tout te dire combien nous sommes heureux dans nos trois académies, que le fondateur et président du Learning Planet Institute, anciennement le CRI, vous vous en souvenez, que le chercheur de renommée internationale et l'INSERM que tu es, ait accepté notre invitation. Personne n'ignore ici que tu te dédies depuis quelques années maintenant aux sciences de l'apprentissage et en particulier à la notion de planétisme afin de permettre à chacun et à chacune d'entre nous d'apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète. C'est bien sûr pour l'idéal que tu dessines et pour lequel tu agis chaque jour, une collaboration à grande échelle afin de construire une planète apprenante et le développement de communautés d'apprentissage travaillant ensemble pour trouver des solutions durables, notamment dans le secteur de l'éducation, que nous avons fait appel à toi aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup de cette invitation. Je suis très honoré, d'autant que les, les académies que vous représentez sont des régions chères à mon cœur pour des raisons très, très personnelles que vous comprendrez probablement. Euh, mais je pense que les journées qui nous réunissent et l'invitation que vous m'avez faite de parler de l'école des défis me touche particulièrement parce que je pense qu'aujourd'hui, l'école est confrontée à des défis sans précédent. Il y a toujours eu des défis à toutes les époques. Et les hussards noirs de la République en ont relevé un grand nombre. Mais aujourd'hui, on a non seulement les défis de chaque génération, qui est d'aider des élèves à franchir un certain nombre d'étapes dans leur compréhension du monde, mais aujourd'hui, ce monde est en transformation très profonde et multidimensionnelle. On y reviendra certainement, mais ces transformations, qu'elles soient les transformations liées au changement climatique, qu'elles soient les risques de guerre nucléaire ou qu'elles soient les arrivées de l'intelligence artificielle, sont à la fois concomitantes et chacune d'entre elles interroge ce qui se passe non seulement dans la vie de chacun, mais dans la manière dont on se protège, dont on se projette dans le futur. Et j'ai eu le plaisir de travailler avec UNESCO au rapport du nouveau contrat social pour l'éducation et d'être présent à New York quand le secrétaire général de l'ONU recevait ce sommet mondial sur la transformation de l'éducation et disait à quel point, pour relever l'ensemble de ces défis planétaires, on avait besoin de l'éducation. Et donc, et pour cela, on a besoin, d'après lui et d'après tous les experts internationaux et même nationaux, d'accompagner cette jeunesse. Et il l'a dit de manière qui, pour moi, est très fondatrice et qui résonne avec ce qui a été dit précédemment sur le besoin de dialogue avec les élèves. Il disait, en fait, il y a 4 manières d'interagir avec la jeunesse. La première, c'est de l'ignorer. Deuxième, c'est de faire semblant de l'écouter. La troisième, c'est de dialoguer avec elle. Et la quatrième, c'est de co-construire l'avenir avec elle. Et il a dit, on a fait un et deux pendant beaucoup trop longtemps. On a commencé à faire la troisième, mais il faut qu'on invente une manière de faire la quatrième. Il parlait évidemment de l'ONU, mais je pense que c'est vrai de beaucoup de nos institutions. Ce besoin de refondation de l'école qui est en route témoigne de ce besoin de co-construction. Et je me réjouis de savoir que pendant vos journées académiques, y compris les élèves sont présents. Et je pense que les inviter à s'exprimer sur leurs attentes est encore la meilleure manière d'avoir un dialogue fructueux avec eux, comme ça a été très bien dit par les différents recteurs, chacun à leur manière précédemment. Merci François. Alors nous avions effectivement proposé au public de nos journées de te poser des questions et donc je vais me faire la voix de ces questions qui évidemment ne pourront pas toutes trouver une réponse aujourd'hui. Euh, une des questions qui ressort vraiment, c'est la question suivante. Comment redonner le plaisir d'apprendre, le goût du savoir, mais aussi l'envie d'avancer ensemble et de participer à construire un monde meilleur? Je pense que c'est une très belle question. Comme j'ai eu le plaisir de découvrir les questions un petit peu en avance, merci de me les avoir communiquées. Je pense que cette question est fondamentalement associée à la question qui a été évoquée tout à l'heure dans les propos introductifs, qui est la question du sens.
comment est-ce qu'on trouve du sens dans ces apprentissages? Est-ce que on est à l'école pour être mis en compétition avec ses petits camarades? Est-ce qu'on est là pour être classé dans une méritocratie dont la pointe est toujours plus étroite? Ou est-ce que on est là pour apprendre à vivre ensemble et à relever ensemble ces défis? Et je pense que ce besoin de relever des défis ensemble est, à mon avis, caractéristique de ce qui se passe aujourd'hui, parce que je pense qu'à toute époque, on avait des défis collectifs, mais j'ai évoqué un certain nombre de défis planétaires. On a aussi des défis intimes et personnels. On a des défis à chaque niveau de l'organisation humaine, de l'ultra local jusqu'au national ou au planétaire. Et apprendre à relever ces défis, c'est pas si simple, mais ça s'apprend. Et on peut, en relevant ces défis, arriver à retrouver l'estime de soi et retrouver le sens. En fait, les recherches qui ont été faites sur comment est-ce qu'on trouve du sens, essentiellement trois grandes dimensions. Faire des choses de manière coopérative, donc mettre la coopération au cœur, c'est essentiel. Faire des choses créatives, d'aller au-delà de ce qu'on aurait imaginé être capable de faire avant de rentrer dans cette aventure, et faire des choses dont l'impact va au-delà de nous-mêmes et au-delà du collectif même dans lequel on a participé, parce qu'on contribue à une communauté humaine à différentes échelles. Merci. Et quand justement on s'interroge sur, on connaît finalement le paradoxe, je dirais, mais c'est un paradoxe apparent, mais enfin, dans les moments où le système est un peu en tension, ça a l'air plus paradoxal encore, entre finalement cette réalité qui est celle du scolaire, c'est-à-dire du certificat, donc de la certification, donc des programmes, et ce besoin de donner du sens, d'en trouver, mais d'en donner aussi à l'apprendre aux élèves. Comment est-ce qu'on peut imaginer relever ces défis tout en construisant finalement les connaissances et les compétences que les programmes, mais ça n'est pas pour rien, et les examens, mais ça n'est pas pour rien, attendent de nous côté enseignants? Je pense que c'est une très belle question, évidemment, et on voit bien la tension qu'il peut y avoir entre le questionnement d'un élève, par exemple, et un programme, et voir comment est-ce qu'on peut associer les deux. D'abord, je dirais que les programmes aujourd'hui sont des programmes qui incluent toujours plus ces compétences de questionnement, de créativité, de capacité à être non seulement des citoyens, mais fondamentalement des êtres capables de contribuer au vivre ensemble et à l'avenir commun. Et donc, je pense que ça, c'est la première élément de réponse. Le deuxième, c'est que les expériences que beaucoup d'entre vous mènent d'ailleurs sont des expériences qui montrent qu'il est possible de concilier ces différentes choses. Pour moi, il y a ce que j'ai tendance à appeler un cadre de liberté évolutif et fécond. Donc, il y a un cadre qui est celui des programmes, par exemple, celui de la République, celui de la loi, y compris la loi de la gravité. Donc, il y a des lois qui sont plus immuables que d'autres. Il y a d'autres choses qui peuvent évoluer. Et le cadre peut évoluer. En ce moment, on nous invite à aller vers toujours plus d'innovation et aller vers une refondation. Donc, le cadre est en train d'évoluer. Je pense qu'il faut savoir utiliser les degrés de liberté qu'on a dans le cadre et pour faire des choses qui sont fécondes. D'où cette clé, un cadre de liberté évolutive et féconde, c'est un acronyme que je trouve assez sympathique. Et se donner les clés pour expérimenter, innover, mais aussi documenter ce qu'on fait, le partager pour que d'autres puissent également en bénéficier et créer des communautés apprenantes à la fois locales, au niveau d'une académie par exemple, au niveau national et au niveau international, puisque pour donner juste une illustration de comment est-ce que d'autres pays relèvent ce type de défi. La Fondation Lego a cherché à travers le monde des écoles qui préparaient le mieux au XXIe siècle, et de manière intéressante, elle les a pas trouvées en France, ni même en Finlande ou en Californie. Elle les a trouvées, elle a mis en avant une école qui est en Haïti, qui est une école où de 6 à 18 ans, on apprend à relever des défis. Et à 6 ans, on apprend à lire et à écrire, mais ça permet de relever des défis.
par exemple, comprendre qu'on a besoin de verdure autour de soi et d'apprendre à planter des graines. À 12 ans, on peut apprendre à communiquer avec des outils numériques et même à coder un serveur de SMS pour faire diminuer les coûts auxquels on est confronté. Et à 18 ans, on peut créer un réseau de détection d'ondes sismiques parce qu'on se rend compte que on est dans un pays dans lequel les tremblements de terre sont décidément un des défis récurrents auxquels on est confronté. Et donc ce genre de capacité à apprendre énormément de concepts scientifiques, de choses qui peuvent être dans les programmes tout en relevant des défis. Je pense que c'est une des manières de faire en sorte que on concilie à la fois le besoin de sens et le besoin de relever des défis et la capacité à s'inscrire dans un cadre comme celui que nous connaissons tous. Merci beaucoup. Alors, de nombreuses questions interrogent les conséquences finalement de la société numérique dans laquelle nous vivons, les conséquences notamment de l'usage des réseaux sociaux, les risques bien sûr qu'ils font courir aux élèves et aux enfants et aux jeunes, la place qu'on doit leur faire ou l'exclusion qu'on doit leur imposer dans l'école. Bref, quel est ton point de vue sur ce sujet qui occupe véritablement nos collègues? Je pense qu'il y a besoin de comprendre deux types de boîtes noires dont les modes de fonctionnement ne sont pas complètement évidents. Il y a une boîte noire qui est l'informatique, le numérique, ce qu'il y a derrière le fonctionnement d'un téléphone. Mais il y a aussi une autre boîte noire dont on parle peut-être pas suffisamment souvent aussi aux élèves, qui est notre cerveau. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quelle est l'interaction qu'il y a entre les deux. Euh, et donc, typiquement, être capable de comprendre comment les deux fonctionnent et comment les deux interagissent, en quoi ils se distinguent, en quoi est-ce qu'un cerveau humain n'est pas une intelligence artificielle et réciproquement. Je pense que c'est des sujets qui sont extrêmement importants. Et comprendre, par exemple, que un certain nombre de grandes compagnies qui sont propriétaires de ces réseaux sociaux les ont conçus pour les rendre addictifs. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça permet de savoir pourquoi est-ce qu'on peut être compulsif dans son usage de ses téléphones. Et si c'était vrai que chez les jeunes, ça se saurait, il y a un certain nombre à souffrir de ce genre de choses, quel que soit notre âge, y compris des parents qui parfois délaissent leurs petits parce qu'ils sont plongés eux-mêmes dans leur téléphone. Et donc ce besoin de se former à l'heure du numérique, c'est à la fois comprendre comment fonctionne le numérique, c'est savoir éventuellement apprendre par le numérique, parce que ça peut être un formidable outil pédagogique si on sait le maîtriser, par exemple en éditant des pages de Wikidia ou de Wikipédia, pour comprendre comment la connaissance se co-construit. Mais c'est aussi apprendre à l'heure du numérique, c'est éventuellement apprendre à son téléphone et apprendre à maîtriser les usages qu'on peut avoir pour éviter de tomber dans ces pièges de l'addiction, sachant que ça n'est malheureusement qu'une des multiples addictions, même si c'est typique des addictions du 21e siècle, les addictions numériques. Il existe bien d'autres formes d'addiction qui existent depuis des siècles, et à chaque fois, on a un certain nombre d'entreprises qui manipulent nos cerveaux et qui utilisent un certain nombre de tendances humaines qui sont tout à fait compréhensibles à être attirées par ce qui bouge, par les modifications, par la violence, par la peur, par un certain nombre d'émotions primaires, mais on est là pour apprendre à prendre du recul, justement, par rapport à ces émotions et par rapport à ces addictions. Et tant qu'à faire, autant les éviter. Et donc, plus on apprend jeune les risques, c'est-à-dire si on les apprend avant d'être soi-même addict, c'est plus facile de maîtriser ces choses-là. Donc, je pense que ces apprentissages de la maîtrise de ces systèmes, et moi, j'ai vu des enseignants expliquer le fonctionnement du cerveau, y compris en maternelle. On peut le faire vraiment à tous les âges pour éviter un certain nombre de difficultés et au passage développer cette capacité réflexive, cette capacité à l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Merci beaucoup. Effectivement, les collègues ici, mais sans aucun doute à Aix-Marseille, pourront rencontrer de ces actions justement qui, dès la maternelle, visent à apprendre le fonctionnement du cerveau, à apprendre aussi comment ne pas céder finalement à ces premières tentations. Donc, effectivement, c'est très intéressant. La relation que tu fais avec et l'évocation que tu as eue de l'intelligence artificielle m'amène à poser une des questions récurrentes
qui nous avait été adressée. C'est finalement dans ce monde où, bah oui, l'intelligence artificielle est là, avec ChatGPT, on voit la hantise que finalement bah, la machine, l'intelligence artificielle au cœur de la machine puisse remplacer certaines professions. Donc effectivement, on nous dit quelle place pour le professeur à l'heure de l'intelligence artificielle. Il y avait un très bel article dans le New York Times, parce qu'évidemment les inquiétudes et les questionnements que tu soulèves sont universels aujourd'hui. Il y avait un très bel article qui disait qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, peut-être qu'il faudrait diplômer les prochaines générations du titre d'être humain. Et donc, comment est-ce qu'on devient toujours plus humain dans un monde où ces formes d'intelligence artificielle se développent à un rythme sans précédent et effectivement nous interroge. Mais quelque part, la voiture nous a pas empêché d'apprendre à nous déplacer par d'autres moyens de transport. Et donc, on voit bien que même si on peut avoir accès à un certain nombre de choses par les machines, il y a tout un tas de choses qu'il faut qu'on continue à apprendre à faire. Et en particulier, je pense qu'il faut apprendre à faire coévoluer ces formes d'intelligence. On ne va pas nier ces progrès technologiques et scientifiques, mais il faut apprendre à les maîtriser et à s'assurer qu'elles sont au service de tous et de chacun. Et donc, je pense que d'une part, il faut les encadrer. Ça, je pense que c'est clé. Mais au niveau de l'enseignant, il faut éventuellement en encadrer les usages. Par exemple, apprendre quelles sont les limites de cette intelligence artificielle. Je prends juste des exemples qui sont pratiqués par un certain nombre de collègues à travers la France et à travers le monde dès aujourd'hui. Vous pouvez soit l'interdire complètement, mais vous ne maîtrisez pas ce qu'ils font chez eux, donc c'est difficile. Soit leur dire, vous pouvez vous en servir, mais avec l'esprit critique qui va bien. Par exemple, vous avez pu poser une question à ChatGPT parce que vous avez compris sa réponse. Est-ce que vous avez critiqué sa réponse? Est-ce que vous êtes capable de montrer que vous avez été plus loin que sa réponse? Et donc, on a toujours eu besoin d'esprit critique. Je pense qu'on en a encore plus besoin à l'heure où la machine peut donner l'illusion de la compréhension. Alors qu'en fait, c'est très bien quand on comprend le fonctionnement, c'est que c'est juste une machine qui complète intelligemment, en s'inspirant de tout ce qu'elle a vu écrit par des milliards d'êtres humains à travers le monde. Elle complète un texte et c'est ça son mode de fonctionnement. Mais elle n'est pas intelligente au sens où elle n'a pas compris. Donc c'est presque un abus de langage de parler d'intelligence artificielle. Un certain nombre de gens le dénoncent. Mais par contre, comment est-ce que un être humain apprend à relever ces défis, y compris ceux de la présence de l'intelligence artificielle, mais aussi les défis climatiques, les défis environnementaux, les défis sociétaux. Ça, c'est pas les machines qui vont relever ces défis. Et donc, trouver du sens, c'est pas une machine qui va vous donner, qui va vous expliquer ce qui fait du sens. Et donc, apprendre le vivre ensemble, c'est pas une machine qui va vous l'apprendre. Donc, il y a tout un tas de choses que seuls les enseignants seront capables de transmettre. Mais si, disons que les machines peuvent permettre d'accéder de manière toujours plus efficace à du savoir pré-mâché, il peut y avoir tout ce qui est savoir-être, savoir-vivre, savoir-faire, par exemple, qui sont autant de compétences que les machines ne savent pas transmettre. Et savoir utiliser dans un contexte approprié le savoir, c'est l'apanage de l'être humain, parce que la machine ne connaît pas le contexte de toutes les manières, et donc ne peut pas vous aider, même si elle progressait encore, à contextualiser ce qui fait du sens pour vous en tant qu'être humain. Alors peut-être que c'est le moment de répondre à la question qui nous a été, enfin, qui t'a été posée. Pourriez-vous développer la définition d'éthique de l'action et comment l'enseigner, l'expérimenter avec mes élèves? Belle question. En fait, Aristote définissait trois formes de connaissance: épistémé, techné et phronésis. Donc, épistémé, c'était la connaissance du monde, et donc ça a donné l'épistémologie et la science plus généralement. Techné, c'est comment est-ce qu'on agit sur le monde, et donc ça a donné toute la technologie. Et ce qui est sûr, c'est que depuis le temps d'Aristote, épistémé et techné, la science et la technologie ont cru exponentiellement jusqu'à aujourd'hui, et c'est loin d'être fini. Et la troisième dynamique qui était aussi importante pour Aristote dès son époque, c'était la phronésis. Et effectivement,
on enseigne rarement, on peut la traduire de différentes manières. L'éthique de l'action est une de ces traductions. Et en fait, l'éthique de l'action, c'est fondamentalement la capacité à comprendre les conséquences de ses actions, ou de ses inactions d'ailleurs. Et donc, l'action, elle a un impact sur moi, mais aussi sur les autres. Est-ce que cet impact est positif pour moi? Est-ce qu'il est positif pour les autres? Ça, c'est une première question. Est-ce qu'elle est positive à court terme ou à long terme? Est-ce qu'elle est positive localement et globalement ou pas? Et donc, si on prend par exemple l'exemple du changement climatique, aucun d'entre nous ne souhaite le changement climatique, mais chacun d'entre nous y contribue d'une manière ou d'une autre. Mais certains y contribuent plus que d'autres par leurs actions, par leur choix de moyens de transport, d'alimentation, de chauffage, et simplement leur mode de vie plus généralement. Donc, on peut enseigner l'éthique de l'action quand on enseigne, par exemple, le changement climatique, ou quand on enseigne le vivre ensemble, quand on enseigne la citoyenneté, quand on enseigne la démocratie, quand on enseigne l'histoire, quand on enseigne la littérature. Il y a énormément de domaines, je ne sais pas quelle est la discipline de la collègue qui pose cette question, il y a énormément de contextes dans lesquels on peut apprendre l'éthique de l'action. Quand on apprend une autre langue, on va apprendre à dialoguer et à se comprendre sur le fait qu'on n'a pas forcément tous la même acceptation de l'éthique. Et ce qui est une des grandes difficultés. Il y a des gens qui disent ça fait des milliers d'années qu'on se pose des questions sur l'éthique et la sagesse, mais on n'a toujours pas trouvé la réponse. Et donc, on a beau être des êtres intelligents, on n'agit pas toujours de manière éthique. Et ça a été très bien dit tout à l'heure sur l'intelligence du cœur versus uniquement celle de la raison. Et science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, je veux dire, c'est pas très nouveau. On peut enseigner ce genre de choses de plein de manières, y compris en abordant ces sujets d'intelligence artificielle et de robotique. Parce que, par exemple, si on a des machines qui deviennent plus intelligentes que nous dans au moins certaines dimensions, mais qui sont pas plus éthiques que nous, voire moins, et ça risque d'être toujours plus problématique. Oui, je crois que l'inquiétude, elle est bien là, hein, chez beaucoup d'entre nous. Je vais me permettre une question personnelle, parce que c'est vrai que quand on parle changement climatique, on a tout à l'heure, parmi les actions, une collègue qui, dès le primaire, et puis on connaît beaucoup d'actions, dès le primaire, on essaye d'alerter les élèves sur les raisons du changement climatique. Et moi, quand je vois tout ça, je me dis, ils sont petits, les pauvres, est-ce que c'est bien l'heure de les sensibiliser à ça? En même temps, j'entends que c'est très tôt qu'il faut le faire, et c'est à peu près pareil, sans doute, pour ce qui est numérique. Alors, est-ce que tu peux me dire comment je peux moins m'inquiéter? Alors, je pense que c'est une question tout à fait légitime et l'inquiétude, je dirais, des jeunes comme de l'ensemble des adultes, enseignants inclus, mais aussi parents, accompagnateurs, éducateurs, au sens très large du terme, est tout à fait légitime. On peut s'inquiéter pour soi comme on peut s'inquiéter pour eux, d'autant qu'il est connu que ces effets vont être d'autant plus forts que les années vont passer et que donc nous, on ne sera pas forcément là en 2050 ou en 2100, alors que eux, ils seront, en tout cas, on peut leur souhaiter, et il n'est pas du tout évident qu'ils ne subissent pas des conséquences encore plus difficiles que celles auxquelles nous sommes confrontés. Donc, l'éco-anxiété est déjà latente, et ne pas l'enseigner, ne pas le discuter en classe, n'est pas aider les élèves, parce qu'ils ont 1000 autres manières d'être au courant. Ce que peut faire l'enseignant, ce que peut faire le monde éducatif au sens large, c'est non seulement de faciliter la prise de conscience de ces questions d'éthique de l'action et de changement climatique, mais c'est donner les moyens d'agir et faire, en québécois, on dirait développer l'agentivité. Donc, faire en sorte que les jeunes soient des acteurs et des auteurs de leur vie et de leur avenir individuel et collectif. Et donc, cette éthique de l'action et cette agentivité, elle se travaille. Ce qui a été montré par les spécialistes de ces questions, comme Lélia Benoît, qui est pédopsychiatre, qui était à Cochin, à la Maison des Adolescents, qui est aujourd'hui à Yale, c'est que cette éco-anxiété, elle est évidemment présente. Pour vous donner l'exemple le plus quasi tragique auquel elle a été confrontée, elle reçoit une jeune fille, 14 ans, aux urgences psychiatriques, tentative de suicide, et elle dit, bah oui, j'ai lu le rapport du GIEC, et je me suis rendu compte que la seule manière d'avoir une empreinte carbone zéro, c'est le suicide.
Donc voilà, ça c'est le cas extrême auquel on peut être confronté, mais d'autres ne veulent pas avoir d'enfants et n'arrivent pas à se projeter dans l'avenir sans angoisse existentielle. Et donc dans un monde où il peut être rationnel de faire des choses aussi irrationnelles que de se suicider, on ne peut que s'interroger. Et donc ce qu'a su dire Lélia Benoît, c'est à cette jeune femme, c'est si tu te suicidais, et que tous ceux qui pensent comme toi faisaient la pareille, il n'y aurait sur la planète plus que des gens comme Trump, Bolsonaro, Poutine et leurs amis qui finiraient d'épuiser les ressources de la planète et de la saccager. Et donc reste en vie, mais engage-toi. Et donc le besoin d'engagement, ce que montre Lélia Benoît, c'est que nier les faits n'évite pas l'éco-anxiété, au contraire, ça attise la colère. Mais si on aborde le sujet et qu'on se dit, en fait, nous pouvons agir, et individuellement, on peut faire des choses, mais agir individuellement, malheureusement, ne diminue pas l'éco-anxiété. La seule manière de diminuer l'éco-anxiété, c'est d'agir dans un collectif. Et en fait, ça tombe bien parce que l'école est le lieu du collectif et le lieu d'apprendre de l'action collective. Donc, quand je parle d'école des défis, c'est typiquement apprendre à se dire, bah oui, qu'est-ce que nous pouvons faire à l'échelle de notre école? Donc, vous avez les éco-délégués dans tous les établissements aujourd'hui. Co-construire avec eux des projets et intégrer dans la vie des jeunes, y compris dans celles qui passent à l'école, des dynamiques positives, constructives, et en les invitant à rejoindre des collectifs qui sont à la bonne taille. Pour donner un exemple, dans l'Académie de Toulouse, certains éco-délégués ont été non seulement pour monter des projets, ils ont créé un site web et puis ils ont invité d'autres à créer une dynamique très positive de type lycée en transition, dans lequel différents lycées peuvent apprendre les uns des autres et à partager et à mobiliser des actions qui sont à la bonne échelle. Et c'est pour ça que ces échelles, aujourd'hui, sont des échelles planétaires, parce que le problème est planétaire. Et donc, il faut non seulement penser la citoyenneté locale, mais cette idée de citoyen de la planète, que moi j'ai tendance à appeler planétisme pour des raisons sur lesquelles je pourrais revenir, mais qui sont fondamentalement la capacité de comprendre que nous avons des communs locaux, et nous avons des communs nationaux, nous avons des communs européens, et nous avons des communs planétaires, et que le climat, la biodiversité, les droits de l'homme à l'échelle planétaire, les droits de l'enfant sont des communs, et que nous devons défendre ces communs planétaires, et donc nous devons être des citoyens qui prennent conscience de l'histoire de la citoyenneté, qui est une histoire où, quand on dit aux armes citoyens dans la Marseillaise, on oublie souvent de dire que initialement, tous ceux qui ne portaient pas les armes n'étaient pas des citoyens. Donc les femmes ne sont des citoyennes que depuis relativement peu de temps, et les enfants ne sont toujours pas des citoyens. Les migrants ne sont pas des citoyens. Et on voit bien qu'on a des difficultés par rapport à ça, d'autant que les murs de la cité avaient tendance à séparer les humains de la nature. Et donc la citoyenneté historique n'est ni très inclusive, ni très écologique. Et donc on a besoin d'inventer cette nouvelle forme de citoyen planétaire qu'on peut appeler planétoyenneté ou planétizenship en anglais. Oui, alors c'est peut-être un début de réponse à la question comment donner davantage de sens à l'objectif citoyen dans le système éducatif actuel au regard du système oui, enfin, et de la planète. En fait, c'est ça. Historiquement, je suis biologiste de l'évolution, notre capacité, on a évolué dans des petits groupes humains et on défendait ce qu'on avait en commun. D'abord nos enfants, et puis éventuellement ceux du collectif humain auquel on appartenait, parce que une seule famille n'aurait pas forcément survécu longtemps. Il a fallu créer des collectifs. Donc on a appris à défendre nos communs à des échelles, et ça nous a permis de développer l'altruisme, de développer tout un tas de qualités, d'éthique et autres. On a développé au fil des milliers d'années. Et puis, quand on a commencé à vivre ensemble dans des villes, on a défendu ce qu'on avait en commun, ce qui était éventuellement ce qui était à l'intérieur de la ville, quitte à créer des murs pour se protéger contre des agressions extérieures. Et alors, qui avait le pouvoir dans cette cité historiquement, c'était souvent de manière très autocratique. Il y a eu des moments où ça a été plus démocratique. Athènes était un cas intéressant. Et Athènes était un cas où on coévoluait un certain nombre de choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'Athènes avait une agora
Et en fait, ce qui a été montré par les archéologues, c'est que les villes qui survivaient le plus longtemps à travers les âges étaient typiquement les villes où il y avait le plus de communs, le plus de lieux où on pouvait se parler et faire ensemble des choses. Euh, et donc les Athéniens sont allés un cran plus loin puisqu'ils ont inventé tout un package dont on bénéficie encore aujourd'hui, où il y avait non seulement la démocratie et la citoyenneté, mais aussi l'éducation, la science, la philosophie, les arts, la qualité du débat. Et les Lumières ont réinventé ce même package. La première fois, il a été inventé autour des murs de la cité et de l'écrit. La deuxième fois, il a été inventé autour de l'imprimerie et des nations. Aujourd'hui, on a besoin de le réinventer à l'heure du numérique et des enjeux planétaires. Et donc, on a besoin de prendre conscience que à la fois de l'histoire de cette citoyenneté et de sa géographie et de son caractère que j'ai tendance à qualifier de fractal, parce que je suis un peu matheux, qui est en fait un peu comme des poupées russes, où à différentes échelles, on peut vivre cette citoyenneté. On peut le vivre à l'échelle d'une classe, comme on peut le vivre à l'échelle d'un établissement, à l'échelle d'un quartier, d'un village, d'une région, d'un pays, d'un continent ou de la planète. Et comprendre que tous ces enjeux sont emboîtés les uns dans les autres, et qu'il ne faut pas opposer un niveau contre l'autre, de même qu'on n'oppose pas son village à sa région ou sa région à son pays. On ne doit pas opposer son pays à la planète, parce qu'on a des enjeux communs à différentes échelles, et il faut apprendre à les gérer tous ensemble. Donc cette capacité à comprendre ces dynamiques je vois que beaucoup de recteurs ont une formation en droit, comprendre comment se fait le droit et son absence. Par exemple, le droit international, on n'a pas de droit qui nous aide à gérer nos communs planétaires aujourd'hui. Et donc, on a besoin non seulement de poser des règles de vie locales, par exemple un règlement intérieur à l'échelle d'un établissement, mais on a aussi besoin d'inventer un espèce de règlement intérieur planétaire qui nous aiderait à gérer les ressources qu'on a. Et le droit international aujourd'hui est en grande partie le fruit des rapports de force complets de la Deuxième Guerre mondiale. Quand le président ukrainien s'insurge contre le fait que Poutine soit à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU, ou en tout cas ses représentants, il dénonce des faits qui, historiquement, sont congelés. Et donc, le droit, c'est en partie des rapports de force congelés. Et il faut apprendre à dire, ben, oui, on a une génération qui, par exemple, veut de nouveaux droits. Les droits des enfants ont été écrits pour la première fois en 1924. Ça va être le centenaire l'année prochaine. Si on donne aux jeunes le droit de demander de nouveaux droits, qu'est-ce qu'ils vont demander comme droit? Et ça a été fait ensemble d'endroits. Et typiquement, ils demandent des droits pour la planète, ils demandent des droits pour eux-mêmes, ils demandent, par exemple, le droit de voter. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit de voter? Et quand on regarde les arguments qui sont régulièrement avancés pour que les enfants ne votent pas suffisamment éduqués, donc c'est un problème auquel on pourrait peut-être répondre nous, éducateurs, pas suffisamment informés, ne comprend pas la complexité des enjeux et est trop influençable. C'est le sujet qu'on peut contribuer à traiter au niveau éducatif. Ce qui est intéressant, c'est que ces 4 arguments étaient ceux qui étaient avancés pour que les femmes ne votent pas au XXe siècle, pour que les pauvres ne votent pas au 19e et que personne ne vote au 18e siècle. Donc quand on a ce regard historique, quand on est capable de comprendre ces dynamiques, on peut plus facilement changer de focale, je dirais, et arriver à comprendre qu'effectivement, il va falloir se réinterroger sur ces belles notions de citoyenneté, de démocratie et de tout cet héritage des Lumières et d'Athènes qu'on peut repenser pour co-construire cet avenir avec ces nouvelles générations. Alors, nous nous sommes engagés parce que tu as des responsabilités fort nombreuses et un emploi du temps très, très chargé. Donc, nous sommes engagés à te libérer à 10h30. Dans ce que tu viens de nous dire, dans les questionnements qui sont finalement ceux de l'avenir de l'école tel que on la conçoit, enfin, où on la vit aujourd'hui, quel conseil ou quelle oui, préconisation tu donnerais à nos publics aujourd'hui pour faire ce lien entre finalement cette école d'avant, dont nous sommes les fruits, hein, et à laquelle nous sommes attachés, et cette école de demain qui a tant de défis et qui devrait être l'école des défis? C'est sûr qu'on est tous nés au XXe siècle et nos élèves sont tous nés au XXIe. Donc il y a forcément, et c'est même le 2e et le 3e millénaire si je voulais un peu grossir encore le trait.
Néanmoins, on vit avec eux, on a des enfants où on est entouré de ces jeunes, et je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on co-construise l'avenir ensemble. Parce qu'on a évidemment des choses à leur transmettre, pas forcément tous nos défauts, mais une partie de nos qualités, et c'est bien d'ailleurs de faire une analyse de ces choses-là. Donc, je pense qu'on a besoin de dialogue intergénérationnel, et je pense que l'école est un merveilleux endroit pour faciliter le dialogue intragénérationnel et intergénérationnel. C'est peut-être le meilleur de ces lieux, avec la famille probablement, pour arriver à faire des choses comme ça. Vous le savez probablement, pour au moins certains d'entre vous, j'ai été amené à écrire un livre qui s'appelle « Et si nous ?» avec un point d'interrogation. Et il y a un certain nombre de collègues qui ont lu ce livre et qui m'ont pris au mot quand je disais « mais chacun d'entre nous doit être invité à répondre à cette question ». Donc c'est pas tant le contenu de mon livre qui est intéressant que la capacité à se questionner là-dessus. Et donc, il y a un certain nombre de collègues à travers la France et même à l'international qui ont commencé à interroger leurs élèves, à s'interroger eux-mêmes sur quelle réponse ils donneraient à cette question « et si nous ?» et à interroger leurs élèves. Ils ont créé, même pour certains, des murs des « et si nous ?» où chaque élève, chaque acteur de la communauté éducative, y compris non seulement les professionnels de l'éducation, mais aussi les parents, par exemple, voire les grands-parents, ont été invités à répondre à cette question « et si nous ?» Par exemple, il y a des grands-parents qui ont dit « et si nous faisions la lecture à nos petits-enfants ?» Il y a des parents qui ont dit « et si nous pouvions contribuer à la dynamique de l'école en apportant un certain nombre de nos savoirs et de nos savoir-faire ?» Il y a des enseignants qui ont dit « et si nous repensions nos pédagogies ?» Et il y a des élèves qui ont répondu à ces questions, chacun à leur niveau. Ceux qui m'ont le plus touché, je dois dire, c'est des enfants de petites sections de maternelle. Et à la question « et si nous ?» de leur institutrice, ils ont répondu « et si nous nous faisions des câlins ?» Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a beaucoup touché. Et le plus fort, c'est que cette enseignante a su leur dire « bah oui, faisons-le ». Et ils ont ensemble contribué à changer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un grand chœur qu'ils ont mis sur le seuil de la porte de la classe. Et tous les matins, quand les parents laissent leurs enfants, ils font un câlin à leurs enfants. Tous les soirs, quand ils les retrouvent, ils le refont. Et pendant la journée, si un enfant s'installe dans ce chœur et qu'il appelle un autre, il apprend le consentement et ils ont la possibilité de se faire des câlins avec la maîtresse ou entre eux. Et donc, ce genre de choses, ça contribue à développer ce que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, qui est cette agentivité, cette capacité d'être acteur et auteur de sa vie, à hauteur d'enfant en l'occurrence, ou à hauteur d'adultes, ou à hauteur de collectifs humains à différents niveaux. Et donc, il n'est pas toujours facile de changer tout le cadre de ce qui est autour de nous, mais il y a la possibilité, comme Marc Aurèle le disait déjà à l'époque, pour chacun d'entre nous, d'apprendre à changer ce qu'on peut changer, et d'avoir le courage et les ressources pour le faire, de savoir les identifier, et d'apprendre à développer la sérénité pour accepter ce qu'on peut encore changer, et d'apprendre à développer la sagesse pour les distinguer. Et donc cette capacité à rêver et en même temps essayer de réaliser au moins une partie de ses rêves, je pense qu'on a besoin de nouveaux récits positifs parce que on a le récit dominant aujourd'hui, c'est un récit catastrophiste. Ou alors c'est un récit passéiste qui pense qu'il suffit de faire comme avant. Et donc si on est sur des récits réalistes, comment est-ce que on peut faire des récits qui soient à la fois réalistes et optimistes? Eh bien, c'est en créant du collectif et en invitant chacun d'entre nous, chacun des jeunes autour de nous, à co-construire des dynamiques positives dans lesquelles on retrouve cette capacité collective qu'on a toujours eue. Tous les êtres humains, depuis toujours, ont su relever des défis. Pour donner un exemple que même un enfant de 3 ans peut comprendre, apprendre à marcher, c'est un défi incroyable. Et en moyenne, on est tombé 2000 fois avant d'apprendre à marcher. Mais on a tous su se relever au moins autant de fois. Et donc cette capacité qu'on a dès la naissance à relever des défis, c'est quelque chose qu'il faut travailler, il faut développer la réflexivité qui va avec, il faut développer ce que les spécialistes de mythologie comparée appelaient le voyage du héros, c'est-à-dire la capacité de chacun d'entre nous à relever des défis, et qu'on soit Ulysse, Luke Skywalker ou Greta Thunberg, chacun à son niveau a appris à relever des défis. Et donc cette capacité à relever des défis, c'est le propre de l'être humain, même si beaucoup d'animaux le font. Nous, on peut conscientiser d'où on vient, où on est, où on va,
et éventuellement changer de trajectoire quand on s'aperçoit que la trajectoire dominante n'est pas une trajectoire souhaitable. Et nos grands ancêtres ont su apprendre à le faire. Chacun d'entre nous peut apprendre à le faire et chacun peut contribuer à ces transformations. Et c'est cette capacité à redonner de l'espoir dans le collectif, je pense que l'école est le plus beau lieu qu'il soit pour apprendre à l'incarner. Quand je dis l'école, c'est y compris l'université et à tous les âges, cette capacité à relever des défis, d'apprendre à apprendre et d'apprendre à se projeter de manière positive dans l'avenir et d'apprendre à coécrire des récits qui nous donnent envie d'agir et de vivre ensemble et d'espérer. Et je pense que c'est le plus beau message qu'un éducateur puisse transmettre aux autres, c'est l'envie de vivre et l'envie de contribuer au monde qui vient. Eh bien, écoute, merci beaucoup, François. Tu nous as donné envie aussi de continuer cette journée et de continuer le combat. Merci. Merci à vous et n'hésitez pas à passer à Paris si vous voulez discuter de ces sujets qui sont effectivement un peu compliqués. Ok, merci. À bientôt. Au revoir.